Bienvenue près du feu. Aujourd'hui, j'ai le privilège de vous raconter 3 histoires, telles qu'elles m'ont été racontées sur narrationhorreurqc@gmail.com. Aucun fait allégué n'a été ajouté ou modifié. Je n'ai que rephrasé les témoignages originaux pour agrémenter l'écoute. Vous avez vécu quelque chose et vous souhaitez que je le raconte? Écrivez-moi, c'est toujours un plaisir de vous lire. Si vous aimez ce que vous entendez, merci de laisser un j'aime sur l'épisode, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer et pourquoi pas, de laisser un commentaire gentil. Approchez, installez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter. Le mystère du champ de blé. D'après le témoignage de Éric T, reçu sur narrationhorreurqc@gmail.com. Cette histoire se déroule en Abitibi durant l'été de mes 18 ans. Elle relate différents événements étranges qui se sont produits et dont j'ai été le témoin. À ce jour, je ne sais pas si les 10 événements sont liés, mais je me souviendrai toujours de cet été-là. La maison de mes parents était dans une zone rurale un peu isolée, entourée de champs appartenant à différents cultivateurs et délimitée par de fines lisières boisées. Parfois, les propriétaires de ces champs les louaient à d'autres cultivateurs pour qu'ils puissent venir y récolter le foin, pour nourrir leur bétail, entre autres. Depuis la maison de mes parents, on pouvait souvent voir jusqu'à assez tard le soir les lumières de ces tracteurs. Ils restaient souvent jusqu'aux alentours de 22 heures. Cet été-là, des lumières se trouvaient dans un des champs plus éloignés, plus tard qu'à l'habitude. On les vit pendant plus d'une semaine jusque vers minuit et même au-delà. C'était étrange, mais personne n'en fit de cas. Après tout, ces champs ne nous appartenaient pas et ces cultivateurs pouvaient bien travailler toute la nuit s'ils le souhaitaient. Environ 2 semaines plus tard, un vendredi, un ami que j'appellerai M était venu me rejoindre à la maison pour que nous partions ensemble faire la tournée des bars du coin. Mes parents, eux, partirent vers 19h30 pour aller voir un spectacle. Peu de temps après leur départ, nous étions toujours dans la maison et un bruit étrange se fit entendre. Le bruit allait et venait en alternance, et il devint de plus en plus fort. La télévision et les lumières du salon s'allumaient et s'éteignaient en même temps que lui. Curieux, je crus d'abord qu'il s'agissait d'un transformateur électrique d'Hydro-Québec qui défaillait. Je me rendis donc à la fenêtre, certain de voir des flamèches en haut du poteau électrique dans l'entrée. Il n'en était rien. Par contre, devant la maison, à une douzaine de pieds dans les airs, flottait ce que je décrirais comme un nuage vert. Peu à peu, le nuage se dissipait. Je criai aussitôt à M. « Il faut que tu vois ça !» Il apparut dans le cadre de porte et il réussit à voir les dernières bribes de la masse verte. « Wow !» fit-il, aussi abasourdi que moi par la curieuse vision. Une caméra de bord se trouvait dans sa voiture, stationnée dans l'entrée, et elle a enregistré les dernières minutes du nuage vert qui disparut finalement complètement. On ne parla de l'événement à qui que ce soit ce soir-là, et nous avons quitté pour faire la fête dans les bars jusqu'aux petites heures du matin. Il importerait les images de la caméra dans son ordinateur dès que possible, et alors nous aurions au moins une preuve de nos dires. Le lendemain soir, M m'appela pour tenter de me convaincre d'aller dans une fête privée organisée dans une autre ville, mais je déclinai poliment l'invitation. D'ordinaire, je suis toujours partant pour ce genre de soirée, mais ce soir, à mon propre étonnement, le cœur n'y était pas. Il s'y rendit donc avec un autre ami. Pendant la soirée, ce dernier fut pris d'un malaise, et il supplia M de le ramener chez lui. Sur le chemin du retour, la voiture d'M quitta la route de manière inexpliquée, et ils se retrouvèrent violemment dans le fossé en bordure de route. La voiture était une perte totale. Tous deux furent emmenés à l'hôpital pour des examens. Heureusement, aucun n'avait subi de blessures majeures. Malgré son piètre état, la voiture de M avait été emmenée à la fourrière. Quand il sortit de l'hôpital, il me demanda de l'y conduire afin de pouvoir récupérer quelques trucs personnels qui se trouvaient toujours dans sa voiture. Selon lui, les policiers ne lui avaient pas remis toutes ses affaires, incluant la fameuse caméra de bord contenant les images du nuage vert que nous avions aperçu le vendredi précédent. La voiture était vide. Seuls quelques papiers inutiles se trouvaient toujours dans le coffre à gants. On ne saura jamais si la police a conservé la caméra ou s'ils l'ont jetée car elle était brisée, ou encore si des personnes sans scrupules l'ont tout simplement volée.
Découragés, nous avons oublié l'histoire du nuage vert, et le reste de l'été se déroula sans incident. L'automne arriva et, comme à chaque année, je me rendis dans les champs derrière la maison pour chasser la perdrix, armé de ma 22. Pour en trouver, je vais généralement dans le champ dont je vous ai parlé plus tôt, un des plus reculés où il y avait eu des activités tardives lors de la récolte des foins pendant l'été. Une lisière épaisse séparait les deux champs du fond, et un petit sentier les reliait au centre. À la sortie de ce sentier se tenait un énorme saule un peu à l'écart. L'arbre était entouré d'une petite clôture de bois, sur laquelle était posée une plaque commémorative. Sur cette plaque figurait la photo d'un pilote et un petit texte qui relatait un incident d'avion ici même, dans lequel le malheureux avait tragiquement perdu la vie. Une partie du saule était sans vie car il avait été très abîmé par l'avion. Cela donnait une allure particulièrement lugubre à la scène. Les perdrix étaient souvent présentes dans le petit sentier entre les deux champs, mais cette fois-ci, je n'en vis pas une seule. Une fois mon attention détournée de la plaque commémorative, je réalisai que le foin dans le champ était particulièrement haut. Il n'avait visiblement pas été récolté de l'été, et il n'y avait aucune trace de machinerie. Je repensai aux lumières que nous avions vues tout l'été dans ce champ, jusqu'à très tard dans la nuit. J'étais confus. Néanmoins, je traversai le champ dans l'espoir de récolter une perdrix ou deux. Pendant toute ma tournée, un épouvantail lugubre me fixait depuis le centre du champ. Revenant bredouille chez moi au coucher du soleil, j'entendis alors le même bruit étrange que celui que j'avais entendu chez moi pendant l'été. Quand soudainement un immense hibou plongea sur moi pour m'attaquer. Il reprenait son envol, puis il tournoyait dans les airs avant de plonger à nouveau sur moi. Apeuré, je tirai un coup de 22 dans les airs pour l'effrayer. J'étais certain que mon coup de feu l'avait atteint, mais il plongea encore au moins par 3 fois sur moi. À la course, j'arrivai au grand saule à la lisière du champ. Le hibou semblait m'avoir laissé tranquille, et je pris un instant pour reprendre mon souffle, penché et haletant. Je me retournai et je vis le hibou perché sur une branche fanée dans la portion morte du grand saule. Il me fixait sans bouger. Ses grands yeux brillaient d'une étrange lueur verte. J'en suis certain, c'était la même couleur que le nuage vert que nous avions vu, M et moi. Sans attendre, je pris mes jambes à mon cou. Je ne suis jamais retourné chasser à cet endroit. Hantise à l'hôpital, d'après le témoignage de Jessica, reçu sur narrationhorreurqc@gmail.com. Je m'appelle Jessica et je suis préposée aux bénéficiaires. Je ne dirai pas le nom de ma ville ni le lieu où je travaille pour me protéger car je suis toujours à l'emploi. Je travaille dans une résidence et nous avons eu l'admission d'un patient très désagréable et agressif. Il faisait sa propre loi, ne respectait pas les consignes de l'établissement, terrorisant le personnel ainsi que les autres résidents. Cette histoire est sortie dans les journaux suite à une plainte, d'où la raison pour laquelle je préfère révéler le moins de détails possible. En présence de ce patient, nous étions tous très inconfortables, craignant les aléas de ses comportements impulsifs. Je travaille souvent de nuit et nous étions, et sommes malheureusement toujours, à effectif réduit. Ce patient profitait des quelques minutes sans surveillance dont il disposait pour voler des objets. Nous devions constamment être sur le qui-vive. Ce fut un vrai cauchemar pendant 2 ans. Un soir, en entrant au boulot, on m'informa que le patient était décédé subitement dû à des problèmes de santé. Ce n'est pas étonnant, il refusait tout traitement prescrit par son médecin. Son décès a tout de même été assez soudain et a provoqué chez le personnel un profond soulagement, mais aussi un certain sentiment de malaise. C'est étrange à dire, mais c'était comme si nous savions que son âme allait encore errer sur notre département et qu'il ne lâcherait pas le morceau aussi facilement. Donc la nuit suivant son décès, je suis passé devant sa chambre vide, dont la porte était fermée. Évidemment, il n'y avait pas eu encore de nouveaux patients admis. Dans ces chambres, les salles de bain sont équipées de détecteurs de mouvement afin d'économiser l'électricité, car les patients oublient souvent de les refermer. Pourtant, la lumière de la salle de bain de sa chambre était allumée. Bien sûr, sur le coup, j'ai trouvé cela étrange. Plus tard dans la nuit, je suis repassé devant sa chambre et la lumière de sa salle de bain était désormais éteinte.
Lors d'un troisième passage plus tard, la lumière était à nouveau allumée, sans pour autant que qui que ce soit ne s'y trouve. À ce moment-là, à 2 portes de la chambre du patient décédé, je devais aller changer la culotte d'une dame non lucide, atteinte de démence avancée et incontinente. Pendant que j'étais en train de changer sa couche, la dame me regarda droit dans les yeux et elle me dit, et je cite, « Fais attention, il y a un homme derrière toi. » Mon cœur a fait 10 tours. Je me suis empressé d'accomplir la tâche pour retourner au poste infirmier. Ma collègue et moi étions terrorisés. Il s'écoula quelques mois sans incident majeur, et une autre nuit où je travaillais, la même dame cria depuis son lit le nom du patient décédé. « Victor! Victor! » Ma collègue et moi nous sommes rendus dans la chambre pour demander à la dame ce qu'elle voyait. Elle nous a répondu « Victor pleure, il ne sait pas où aller. » Alors j'ai tenté de la rassurer en lui disant qu'il était parti. Elle m'a répondu d'une voix assurée « Non, il n'est pas parti. Il est sous mon lit. » Toute la pièce baignait dans une espèce d'énergie négative. Nous avons eu tellement peur. J'ai un peu honte de le dire, mais nous avons quitté la chambre en panique. Et même toutes s'étaient là pour le reste de la nuit, demandant à des collègues de prendre le relais. Je travaille toujours à cet endroit. Cette dame est toujours là. Et je ne peux pas m'empêcher de me demander, les esprits peuvent-ils passer par les gens atteints de démence pour nous passer des messages? Comme lorsqu'on dit que les bébés et les enfants peuvent voir et ressentir des choses. Je me demande si ça peut être le même principe pour une personne atteinte de démence avancée. Peut-être que les esprits en profitent pour se manifester à eux, car de toute manière, les gens autour ne la croiraient pas à cause de la maladie. En tout cas, moi, je l'ai cru totalement. Je louais une maison hantée, d'après le témoignage de Dan T, reçu sur narrationhorreurqc@gmail.com. Je venais d'avoir 20 ans à ce moment-là, et j'habitais toujours chez mes parents. Je fréquentais une fille de 22 ans. Elle louait une maison dans le secteur de Charlesbourg, près de Québec. J'ai sauté sur l'occasion quand elle m'a proposé d'emménager avec elle. Cela nous permettrait non seulement de se voir plus souvent, mais aussi d'alléger le fardeau du loyer qu'elle assumait seule. Je tiens à préciser, on était en 2003 ou en 2004. Les téléphones munis de caméras n'étaient pas encore répandus comme aujourd'hui. C'était une petite maison située sur un grand terrain bordé d'une forêt. Il y avait un rez-de-chaussée comprenant la chambre principale, la cuisine, un petit salon et une salle de bain avec une douche et un bain à remous. Le sous-sol n'était pas fini. Il y avait un petit foyer au milieu de la grande pièce, une salle de lavage avec la laveuse et la sécheuse, et des pièces aux murs encore ouverts qui servaient surtout d'entrepôt aux propriétaires de la maison. J'ai emménagé avec elle au début de février. Tout était merveilleux. J'adorais revenir le soir et la rejoindre pour préparer le souper, manger avec elle, passer de bons moments collés tous les deux à écouter des films. En mars, il a commencé à se produire dans la maison des événements étranges. Rien de terrible, mais tout de même. Des objets qui disparaissaient et qu'on retrouvait au sous-sol. Comme un trousseau de clés, mon portefeuille. Je mettais ça sur le compte du fait que je devais simplement être étourdi et que j'avais sans doute laissé moi-même ces objets en bas. Mais ensuite, il y a eu des bruits, des grattements la nuit. J'ai d'abord cru qu'un écureuil s'était invité dans l'entretoit. Donc nous avons fait venir le propriétaire qui lui-même a engagé une compagnie d'extermination. Cela dit, il n'y avait rien du tout. Pas d'excréments, pas de traces de laine isolante rongée. Puis quelques jours plus tard, les robinets se sont mis à s'ouvrir tout seuls. À ce moment-là, même si je refusais d'y croire, ma copine était complètement terrorisée. Un soir, nous étions dans la chambre tous les deux, juste avant de s'endormir. On discutait justement des événements étranges dans la maison. Pour la rassurer et me rassurer en même temps, j'imagine, j'ai lancé 2 ou 3 insultes, puis j'ai dit mot pour mot: « Il va falloir qu'il nous fasse un signe très clair pour que je croie à toutes ces histoires de fantômes de merde. » La porte de la salle de bain a claqué si fort que la poignée s'est brisée. On était à la fin mars. Il n'y avait aucune fenêtre d'ouverte, aucun courant d'air.
2 semaines plus tard, nous déménagions ailleurs. Mais pendant ces 2 semaines, nous avons refusé de faire notre lavage au sous-sol. Nous étions trop terrorisés. Des lumières clignotaient, des portes fermaient toutes seules. Croyez-moi ou ne me croyez pas, mais ça s'est vraiment produit. Et depuis, je traite avec beaucoup plus de respect les gens qui témoignent de rencontres paranormales de ce genre. Merci d'avoir pris le temps de lire mon histoire. Tout le plaisir est pour moi, Dan. Merci d'être si nombreux autour du feu. Je vous reviens très bientôt avec une prochaine histoire.